Midi tout le monde. Merci. J'espère que tu as des questions, parce que moi j'ai des réponses. Ah, c'est justement ça. J'ai un sujet, mais j'ai pas de questions. Bon, on va commencer par le début. Quels sont... Oui. Oui. Je vais poser 2 questions pour commencer. Oui, et plusieurs. Bon, mais ce serait intéressant que ça soit enregistré. Ah, ok, vas-y. Mais c'est ça. L'humain... Est-ce que l'humain a des alliés? Oui. Bon. Et puis... c'est tout. Est-ce qu'il y a différentes sortes? Plusieurs, voilà. Combien? Mais sont-ils tous de la même espèce ou de la même... Est-ce que c'est seulement qu'au niveau énergétique ou ben non matériel? Ou Les deux. Vivant? Les deux. Mais qu'est-ce que c'est? Un allié ou un vivant? On finit par commencer. Faut qu'on se réchauffe un peu. C'est froid dehors. Alors, est-ce que l'humain a des alliés? Mais oui. Est-ce que l'humain a des ennemis? Oui. Bon, mais l'humain est un ennemi pour lui-même. Ouais, ça, c'est... Mais finalement, l'humain, quand il est attaqué, même s'il est ennemi, finalement, il se rassemble pour faire qu'une force. Ça, c'est une loi qui régit les êtres faibles. Les êtres faibles qui se tapent dessus s'unissent toujours lorsqu'ils sont trop faibles. Puis une fois qu'ils ont réglé leurs problèmes, ils recommencent à s'engueuler. Comme les Indiens ou les Amérindiens? Non, comme tous les peuples sous-développés. Non, mais ce sont des exemples. C'est ça, mais comme tous les l'humain en peuples général. sous-développés des contextes évolutionnaires. Quels sont l'allié le plus proche ou qu'on connaît déjà, là, mais qu'on ne sait pas que l'homme est son allié? C'est l'allié le plus près. Tu t'entends par l'homme, là? Moi, je suis mon meilleur allié. OK. Et je suis probablement ton meilleur allié. Ou parmi tes meilleurs alliés. Toi, tu es ton meilleur allié, car tu deviens suffisamment ton seul maître, sinon tu es ton pire ennemi. Bon, c'est ça. Avant ça, c'est le contraire. Ouais, c'est ça. L'humain, l'homme est son pire ennemi, et à un moment donné, lorsqu'il finit par transiter un peu plus vers la conscience nouvelle, il devient son meilleur allié. Par la suite, ses amis seront ses meilleurs alliés, évidemment avec lui. Et il y aura d'autres alliés. Il y a des alliés qui font partie des forces d'évolution, des forces de conscientisation. Il y aura des Melchisédek qui seront ses alliés. Mais encore une fois, je vais en définir 2 formes d'alliés. Une forme d'allié que lui, ici, il déteste énergétiquement, c'est le genre d'allié qui te fait évoluer rapidement, qui te fait te conscientiser rapidement. Par exemple, en t'enlevant tout ce que tu as, en te rendant malade, des choses comme ça. Ben, c'est un allié, ça. Et il y a l'autre forme d'allié qui va venir un peu plus tard pour empêcher l'humain d'être détruit par ses ennemis. Alors, desquels veux-tu qu'on parle? Commencez par le premier. Des bons alliés ou des mauvais alliés? Bon, Mais ce sont des alliés. lequel qui est le mauvais pour toi, là? Pour moi, c'est le premier que tu as L'allié aliéné, c'est le mauvais. C'est quoi l'allié aliéné? C'est les Tu tapes dedans quand tu comprends pas? les Melchisédek, entre autres. OK, ça, c'est la forme Melchisédek. Melchisédienne, oui. Ce sont des alliés. Mais ce sont des alliés qui nuisent, qui nuisent à l'esthétisme de la vie de l'humain. Donc, tous les alliés sont alliés pour eux et non pour nous autres. S'ils nous aident, c'est parce que ça donne que... Non, les Melchisédek sont alliés uniquement parce que c'est leur fonction. Melchisédek, ça n'évolue pas, ça ne meurt pas, ça ne vit pas, ça ne vient pas au monde, il y en a une quantité limitée. Il y a quelques humains qui ont tendance à devenir des Melchisédek planétaires, donc ils se rallient aux forces melchisédiennes, mais ce ne sont pas des Melchisédek cosmiques. Mais encore là, ces personnages-là ne sont pas ton allié pour eux, ni pour toi, ça donne. Ben, est-ce que c'est ce qu'on peut appeler aussi quand c'est l'intelligence c'est l'intelligence qui fait ça ou qui pose telle action? Oui, C'est la même l'intelligence... chose que dire, c'est les Melchisédek qui font telle affaire. Oui, l'intelligence pour l'animal humain est un allié problématique. L'intelligence pour l'être humain est un allié extraordinaire. Autrement dit, l'intelligence pour l'animal humain va agir sous forme melchisédienne, c'est-à-dire que ça va écraser l'ego, ça va couper l'humain de certaines sources, de ses amis, du peu de conscience qu'il peut avoir, ça peut le couper de sa matière, de ses finances, de sa santé, ça peut le couper de sa mémoire, de son temps, uniquement pour instruire l'ego que tant que l'ego s'en remet à la mémoire et au passé, l'ego ne pourra pas grimper. L'ego ne peut pas arriver à évoluer. Il faut que l'ego finisse par comprendre que lorsqu'il va finir par laisser tomber,
et qu'il va s'en remettre au mental, qui lui est en relation avec le plan supramental, donc avec l'intelligence, ben là, alors là, l'ego va vivre de la négociation, qui est la phase suivante au niveau de ce que lui appellerait l'évolution. Parce que l'ego est présentement totalement plafonné. Pour qu'un ego puisse évoluer, il faut que l'ego disparaisse, il faut que l'ego s'égoïse. Et c'est l'évolution de l'ego. Évidemment, ça devient de la conscientisation, mais on peut même dire que, pour être plus juste, que ce n'est ni de l'évolution, ni de la conscientisation, c'est de la négociation. Un peu comme pendant longtemps, l'humanité évolue et est rendue à un certain étape, comme par exemple dans cette fin du 20e siècle, l'humanité, une partie de l'humanité, même une partie d'une partie de l'humanité va commencer à vivre une conscientisation. Donc la révolution est finie. Pour l'ego, l'évolution est aussi finie. L'ego ne peut pas continuer à évoluer lorsque l'humain commence à se conscientiser. Pour que l'ego poursuive ce qu'on pourrait appeler l'évolution du point de vue absolu, alors lorsque l'humain a fini l'évolution, il commence sa conscientisation, en même temps l'ego finit son évolution, il commence son anégoïsation. Mais l'anégoïsation pour l'ego, c'est son évolution. L'évolution de l'ego, c'est son expansion? Non, c'est ce qui a été. Et maintenant, l'évolution de l'ego, c'est sa transmutation en double éthérique. Exactement comme la conscientisation de l'homme. On peut dire, disons, la poursuite de l'évolution de l'homme, c'est sa transmutation en être nouveau. L'ego doit suivre la démarche. Et lorsqu'il y a trop d'ego, lorsque l'ego n'est pas suffisamment égoïque, anégoïque, ça veut dire capable d'énégoïsation. Lorsque l'humain n'est pas suffisamment égoïsé, l'intelligence devient un allié qui peut le rendre problématique. C'est-à-dire que l'intelligence bafoue un peu les droits humains. Ah oui, il n'y a pas de charte là-bas. Non, il n'y a pas de charte, Mais c'est à l'homme, à la femme et à l'enfant de se déniaiser. Et c'est sûr qu'on est manipulé. Ça, je comprends que l'humain est manipulé à rester en bas. Sauf que quand l'humain fait un choix, l'humain est libre dans sa conscience. Sauf que l'humain ne se sert pas encore de la liberté dans sa conscience. C'est pourquoi l'humain n'arrive pas à traverser, à faire le choix de l'homme nouveau. Vu que l'humain ne se sert pas de la liberté dans sa conscience, parce que l'humain confond encore trop la liberté de conscience et le libre arbitre, parce que l'humain confond trop émotivement l'ère nouvelle et l'ère ancienne, l'humain ne parvient pas à faire de décision. L'humain fait une décision émotive d'être dans l'ère nouvelle. Ça ne sert à rien de faire une décision émotive. C'est une décision spirituelle, c'est typique de l'ère ancienne. L'humain doit, à un moment donné, faire prendre la décision mentale de faire partie de la race nouvelle. Sauf que si l'humain prend la décision mentale de faire partie de la race nouvelle, ça ne veut pas dire qu'immédiatement l'ego fait partie de la race nouvelle. Ça veut simplement dire que l'humain a fait le choix de faire partie de la race nouvelle et que à court terme ou sinon moyen terme, mais jamais à long terme, très avant ça, à court ou moyen terme, progressivement, la personne va avoir la faculté d'atterrir des décisions, de supporter ses décisions, de prendre son corps et de le bouger. Autrement dit, de se niaiser, donc de se déniaiser. Mais c'est évident que tant que l'humain confond la liberté de conscience et le libre arbitre, l'humain ne peut pas parvenir à comprendre ce que c'est qu'une décision de l'ère nouvelle. Alors la personne, elle se dit, bon, ben moi j'en ai ras-le-bol, je suis écœuré, etc., etc. Oui, c'est beau. Félicitations. Maintenant, quand tu seras écœuré de t'écœurer, tu vas faire un choix, tu vas prendre une décision. Et cette décision-là sera une décision mentale, une décision dans la conscience. Ce sera celle de, bon, maintenant je cesse d'être ce que j'étais et je commence à être ce que je suis. Et nécessairement, ce que tu es, tu ne peux pas savoir ce que tu es. Sauf que je commence à être ce que je suis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je cesse d'être ce que je ne suis pas. Au minimum. Et c'est facile de savoir ce qu'on n'est pas. On a juste à regarder tout ce qu'on veut plus avoir, on cesse d'être ça. Mais la personne, elle commence toujours par là-bas, plutôt que de commencer par maintenant, par tout de suite par ici. Alors elle se dit, bon, je veux cesser d'être pauvre. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Il faut que tu cesses d'être malheureuse, il faut que tu cesses d'être inquiète, il faut que tu cesses de ne pas t'aimer, il faut que tu cesses de ne pas être en bonne relation avec toi-même, il faut que tu cesses d'avoir honte de ce que tu fais, d'avoir honte de tes manipulations, d'avoir honte de ton ego, il faut que tu cesses d'avoir honte de ton corps, il faut que tu cesses d'avoir honte de tes maladies, il faut que tu cesses de toutes ces choses-là. Et progressivement, la personne va commencer à voir le baromètre de sa vie changer. Sauf que l'ego, qui confond totalement la liberté de conscience et le libre arbitre, s'imagine qu'à l'instant où il prend un choix de l'homme nouveau, ben nécessairement, automatiquement, son automobile doit démarrer même à moins 75, même s'il n'y a pas de batterie sous le capot. Et la personne s'imagine que tout devrait fonctionner immédiatement, sans ça, elle ne comprend pas. Vous savez, il y a un grand problème chez l'humain, c'est que l'humain se dit toujours qu'il ne comprend pas. L'humain ne peut pas comprendre tout en même temps. L'humain doit faire des étapes. C'est-à-dire que tu ne peux pas, par exemple, en montant, en escaladant une montagne, tu ne peux pas voir le sommet immédiatement. Si tu vois le sommet sous un angle qui n'est pas extrêmement intéressant, et si tu regardes droit devant toi, tu vois de la montagne. Alors tu vois 3-4 treillis grandiflores, soit des plantes. Et c'est tout. Et à un moment donné, tu montes encore un peu plus, puis tu vois maintenant d'autres choses. Ça peut être des lichens. Tu montes un peu plus, tu vois d'autres choses. L'humain qui se dit, moi j'aimerais tout voir d'un coup. Il va falloir qu'il se recule très très loin. Il va embrasser l'ensemble de la montagne, il va voir aucun détail. Et il va dire, je comprends pas. Puis dans la conscientisation, l'humain est rendu le nez sur la montagne, il commence à monter. Puis l'humain dit, moi, mais je comprends pas plus. Je comprends un peu plus une chose, je comprends pas plus le reste.
Ben, c'est évident. C'est pas d'embrasser la montagne qui est important, c'est pas de tout comprendre, c'est que tu comprends là, puis quand tu montes une marche, tu vas comprendre là, puis quand tu montes une marche, tu vas comprendre là, puis à un moment donné, tu vas arriver en haut. Puis l'objectif, c'est d'arriver en haut, c'est pas de se rappeler de tout ce qu'on a pris en bas, puis de prendre des milliers de photos. Alors, tant que l'humain confond la liberté et le libre arbitre, l'humain essaie d'avoir une vue très, très, très perfectionnée, très rapprochée de la montagne, de chaque partie de la montagne, tout en ayant une vue d'ensemble. Ça ne peut pas fonctionner. Alors, l'intelligence, qui est un très, 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 qui est là, puis le seul allié réel, c'est l'allié de tous les alliés de l'humain. Alors, l'intelligence va s'arranger pour anégoïser l'humain, donc pour brimer un peu les droits de l'ego. Et parce que l'ego ne comprend pas toutes ces mécaniques-là, ben, l'ego, évidemment, a des problèmes, mais l'humain doit finir par se réveiller puis commencer à organiser un peu plus sa structure évolutive. Parce que sans ça, l'humain est toujours en train d'essayer de lancer un câble à 20 pieds en haut, alors que son mousqueton n'est pas encore attaché au niveau où il est rendu. Et ça fait en sorte que l'humain avance un peu comme une araignée qui verrait sa patte d'en arrière essayer d'accrocher en avant, puis la patte de côté de passer à droite, puis une patte d'en avant qui avance un peu, puis là, elle est tout en mêlée au complet. T'as déjà vu une araignée faire ça? C'est pas évolué une araignée, c'est pour ça que ça fait pas ça, ça avance correct. Mais l'humain, une forme de l'arachnide évolutif, n'est-ce pas? Souffre d'évoliophobie. L'intelligence, lorsque l'intelligence est l'allié de l'homme, ben nécessairement, l'homme, la femme, l'enfant doit se centrer au maximum, le plus rapidement possible dans ce qu'il est lui, se centrer, et faire le choix de l'être nouveau. Et quand je dis faire le choix de l'être nouveau, je reviens encore sur la chose, c'est qu'on commence à appliquer des choses qui sont typiques de l'être nouveau. On ne s'attend pas à avoir des résultats immédiatement. C'est un peu comme on devient cultivateur. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait quand on est cultivateur? Ben, on plante des graines. Ah oui, mais un cultivateur, ça plante puis ça récolte. Ben oui, c'est sûr, ça plante puis ça récolte. Mais ça attend avant de récolter un cultivateur. Parce que s'il plante ses graines puis il récolte le lendemain, ça vaut la peine de les planter. L'humain qui a les garder. Il n'y aura pas grand changement. Alors, l'humain ne comprend pas ça souvent. L'humain fait, bon, on devient cultivateur, alors on plante des graines, puis après ça, ben là, on chiale, que ça marche pas. Puis là, on donne des coupées dans le champ, puis etc., puis on n'arrose pas, ça vaut pas la peine, puis oui, mais ça prend 2, 3, 4 mois là, avant que tu récoltes. Puis la personne, elle se dit, ben moi, j'ai planté du bédin, du maïs. Puis là, ça commence à pousser, parce que franchement, il n'y a aucun épi après ça, puis rien, puis ça fait fourrer encore, puis ça marche pas du tout. Puis ça arrache tout. Non, il faut un laps de temps. Il faut que l'humain se laisse du temps. Il faut que l'humain fasse le choix de l'être nouveau pour que l'intelligence devienne son allié. Mais c'est pour l'ego, en tout cas pour l'humain, c'est la même impression que de se jeter dans le vide, parce que pendant que tu attends un résultat que tu connais pas, ben là, tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas ce que tu t'en vas, tu sais pas grand-chose finalement. Oui, mais il faut que l'humain finisse par se brancher. Il faut qu'on instruise solidement son ego. La personne, elle passe sa vie à faire les choses traditionnelles et rituelles. Ça lui rapporte rien, mais elle est sécurisée. Malgré qu'elle sait que ça lui rapporte rien. Elle fait partie d'une religion qui lui dit que quand elle va être morte, bien aplatie, bien enterrée ou bien brûlée, que là, elle aura peut-être le paradis. Peut-être. Alors, les personnes se sentent correctes puis passent leur vie dans la religion sans poser de questions. Et quand on dit à des personnes qui se conscientisent, écoute, peut-être que dans ce vie-ci, tu auras des résultats, mais pas dans 2 semaines. Ah ben, c'est trop long. Tu comprends l'idée? Plus c'est rapproché pour l'ego, plus c'est trop long. Si on dirait à la majorité de ceux qui se conscientisent que c'est dans 300-400 ans qu'ils vont avoir un résultat réel, ben, pas pire. Quand on leur dit dans 10 ans, c'est bien plus long. Pourquoi? Parce que 300-400 ans, c'est pas conscientisable par un ego. Mais 10 ans, c'est conscientisable. 10 ans, c'est long, tabarnouche, 10 ans, c'est long, c'est 10 ans. Tu te rappelles, 10 ans, tu allais que c'était long, là, puis maintenant, tu dis, Christy, ça passe vite. C'est ça. Ça fait 30 ans que tu es sur la planète? Un peu moins. Un peu moins, une trentaine d'années. Si on compte les 9 mois. À peu près. C'est ça, si on compte les 9 mois dans le ventre de ta mère. Ça passe vite. Et c'est exponentiel. Alors l'humain ne doit plus... les personnes doivent faire le choix de l'être nouveau et commencer à appliquer la philosophie de l'être nouveau, c'est-à-dire commencer à instruire philosophiquement leur ego de ce que c'est qu'un être nouveau. Et là, ce qui me vient, c'est que finalement, il y a des élus... parce que tu choisis pas... Il n'y a pas d'élection, mais... Mais il y a des gens qui sont choisis, en tout cas. Des humains qui sont choisis, ils se font rentrer dedans. Ils n'ont jamais rien demandé. Puis il y en a d'autres, eux autres, c'est parce qu'ils se font rentrer dedans et ils ne voient rien. Non, c'est une question d'évolution, simplement. C'est une roue. À peu près chaque humain a été l'élu à un moment donné. Là, la majorité se repose, ils ont été les élus, là, etc. Là, c'est à notre tour de passer en avant. Bon, on passe en avant. Mais la question ne se pose même pas. C'est absolument ridicule de se dire, ah ben, il y a des élus, puis il y en a d'autres qui ci, puis il y en a d'autres qui ça. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on change présentement. Ce qu'il faut que les individus fassent le choix de l'homme nouveau. Et ceux qui peuvent comprendre doivent faire le choix. Pas s'arrêter à se demander s'ils sont élus, s'ils ne sont pas élus, etc. On fait le choix.
Une chose évidente, c'est que toi, tu es une personne qui traverse. Donc, mais de se demander si tu as été élu, si tu as choisi, si tu as été choisi, si tu traverses. Alors, traversons. Pour le reste, on laisse faire. On traverse. Ceux qui étaient sur le bord de l'océan Atlantique, ça a été les premiers à traverser en Amérique. Ben, il y avait le choix de méditer sur le fait qu'ils étaient sur le bord, ou il y avait le choix de prendre des bateaux et de traverser, ils s'en foutent. Alors, ceux qui ont pris le bateau et qui ont traversé sont ramassés aux États-Unis. Et puis, c'est fini là. Ils ont appliqué ce qu'ils avaient appliqué ici. Ceux qui n'ont pas appliqué ont souffert. Ils sont retournés là-bas. Puis, une fois retournés là-bas, l'air Crétès qu'ils avaient vu ici, puis ils revenaient ici, puis ils coulaient après ça en deux eaux. Quelque part. Il faut que l'humain fasse le choix simplement, sans se demander s'il est élu, s'il n'est pas élu, si c'est correct, si c'est pas correct. C'est comme ça. Et là, l'humain rencontrera les plus puissants alliés, parce qu'en attendant, il y a plusieurs ennemis. Donc, quel ennemi en premier lieu? L'humain. En deuxième? Toutes les forces astrales. Toutes les forces astrales ont été créées avant l'humain, est-ce qu'il y avait de l'astralité? Oui. Oui, il y avait de la matière, il y avait donc d'astral, il y avait donc de la mémoire. L'astral, c'est de la mémoire. L'astral n'était pas Il n'y avait pas de force astrale. On ne s'était pas organisé, c'était pas coordonné. Quand on est venu mettre sur la Terre les intraterrestres, on a descendu là un film majeur. Là, on a créé de l'astral. Là, on a astralisé la structure atmosphérique de la planète. Et par la suite, les intraterrestres sont mélangés aux humains, ce qui a assujetti l'humain à l'astralité intraterrestre. Mais de par le principe même, l'homme, la femme, l'enfant n'est pas assujetti à l'astralité. L'humain est astral uniquement parce que l'humain s'est fait injecter de l'astral dans les mûries. L'humain reste confiné de l'astral parce que chaque fois que l'on recrée un corps physique, il est recréé à partir de parents émotifs, donc de parents astralisés. Et nécessairement, il y a de l'astral qui se réincarne là-dedans. Sauf que de par sa nature, l'humain n'est pas astralisé. L'humain est astralisé uniquement parce que l'humain croit être astralisé. L'humain est astralisé. L'humain conserve son astralité uniquement parce que l'humain est convaincu qu'il n'y a que de l'astralité. Alors qu'il n'y a que de l'astralité dans le contexte planétaire, que pour les intraterrestres. Est-ce que l'humain s'est entouré de lui-même, finalement, dans l'astral, dans les Melchisédek, dans les autres alliés dont on n'a pas encore parlé? Est-ce que c'est tout de l'humain, ça, finalement, dans le passé, dans le futur, dans le... Non. Tu parles des alliés? Oui, par exemple, si on parle des Melchisédek ou de l'astral, l'astral, c'est formé... L'astral, c'est formé par... C'est les excréments de l'humain, on va dire. Bon, non. L'astral, c'est l'expérience mémorielle, akashique. Ça veut dire, à sa valeur réelle, de tout ce qui bouge dans un contexte matériel. Donc, évidemment, dans l'astral, dans les annales akashiques, mais les annales akashiques ne sont pas le problème pour l'humain. Les annales akashiques, c'est une mémoire, c'est comme un grand livre historique auquel on peut se référer pour savoir les choses qui se sont passées. Ça, c'est de l'astral, mais ce n'est pas de l'astral dans ce sens que ce n'est pas la mécanique qui manipule l'humain. Alors, l'humain crée de l'akasha. L'humain crée de l'akasha, qui est la partie la plus inférieure du plan astral, c'est la partie périphérique du monde astral. Alors, on va l'appeler akasha. C'est entre le vital et le plan astral. Mais l'humain crée de l'astralité uniquement par son émotivité, et l'humain crée de l'astralité uniquement parce que l'humain est relié au scénario éducatif des intraterrestres. Mais l'humain crée évidemment, à cause de sa forme matérielle, il crée de l'akasha, mais l'humain ne devrait pas créer de l'astral. L'humain crée de l'astralité uniquement parce que l'humain est assujetti aux mécaniques intraterrestres. Les intraterrestres, eux, doivent créer de l'astral. Pourquoi? Parce que les intraterrestres sont reliés à une expérience qu'ils ont vécue sur leur planète. Et les intraterrestres sont confrontés à devoir changer toute l'astralité de la mémoire qui leur a été donnée de ce monde. Et nécessairement, pour ce faire, les intraterrestres doivent être capables d'émotiviser les choses. Mais les intraterrestres ont une structure atomique très, très, très différente de la nôtre. Et ça ne leur permet pas d'émotiviser aussi rapidement que nous. Ils ne sont pas capables d'émotions comme nous. Alors, ça leur prend des centaines de millions d'années pour parvenir à restructurer la forme astrale de façon à pouvoir prouver qu'ils ont compris les choses. Mais parce que l'humain est venu parce que les intraterrestres sont reliés à l'humain à un moment donné uniquement parce que l'humain avait une grande capacité biologique d'émotiviser les choses, les intraterrestres sont reliés à l'humain, ils ont essayé de s'incarner dans le corps humain de façon à pouvoir se servir du corps humain pour pouvoir astraliser. C'est-à-dire se confronter à la mémoire astrale pour la reformer. Sauf que ça n'a pas fonctionné. Les deux génétiques n'étaient pas suffisamment cohérentes. Alors, l'humain est devenu un virus pour l'intraterrestre, un accident de parcours. Et l'humain astralise énormément, sauf que l'astralisation humaine dans le plan astral qui est le livre de cours, disons l'examen
des extraterrestres, l'humain est toujours en train de venir mettre ces choses là-dedans. Et les extraterrestres, donc, essaient continuellement de manipuler l'humain pour que l'humain puisse émotivement retransformer les choses selon la valeur des extraterrestres. Mais il y a trop d'humains, ça ne fonctionne vraiment pas. Les extraterrestres sont mal pris et l'humain est mal pris par suite de cela. Pourquoi? Parce que l'humain vit une grande partie de sa saveur existentielle dans le monde astral, alors que l'humain ne devrait pas le vivre dans le monde astral. Il va le vivre dans la kasha de par les mémoires qu'il va laisser. Quand on parle de réincarnation, par exemple, vous réincarnez la mémoire d'un tel, c'est la kasha d'un tel que vous réincarnez, c'est pas nécessairement son astralité. Quand l'humain réincarne de l'astralité, parce que l'humain réincarne aussi de l'astralité, c'est parce que l'humain n'est pas suffisamment son seul maître. Alors l'humain va réincarner l'astral collectif de ce que les gens ont pensé d'un individu. En même temps, peut-être que la kasha. Mais quand on réincarne la saveur réelle d'un individu, c'est son akasha que l'on réincarne. C'est plus puissant, ça peut nous manipuler plus puissamment, ça peut nous aider plus puissamment. Là, c'est l'individu que l'on réincarne, disons, en guillemets. Alors, l'humain n'est pas, de par sa constitution absolue, l'humain n'est pas assujetti à l'astral, l'humain n'a pas à avoir de psychologie. L'humain n'est pas un être psychologique. Il est devenu un être psychologique parce qu'il est relié à l'astralité spirituelle des extraterrestres. Est-ce que tu dis qu'à la base, l'humain est vers quoi on se dirige? Oui, exactement ça. C'est le gros problème, c'est que l'humain, à la base, est exactement l'être nouveau. Alors, on a pris quelques années, quelques millions d'années, pour être capable de parvenir à être ce qu'on était avant la rencontre avec les extraterrestres. Oui, mais je comprends pas, parce que l'humain n'est pas arrivé comme on est là. Non, non, c'est évident. L'humain, je parle au niveau de sa pureté. C'est évident qu'à travers les millions d'années, nous avons conçu un corps physique beaucoup plus solide. Ça va nous permettre de recevoir beaucoup plus d'intelligence. Mais du point de vue de la pureté, nous allons progressivement, nous dirigeons vers la pureté qu'on avait, disons, dans le paradis, dans l'Éden, avant la rencontre avec les extraterrestres. On a beaucoup plus de solidité corporelle, donc on aura beaucoup plus de savoir instantané, on aura beaucoup plus de conscience supramentale. Sauf qu'au niveau de la pureté de l'ego, avant le contact avec les extraterrestres, on avait un âme totalement pure. Après le contact intraterrestre, on avait une âme totalement colorée. Quand tu parles de contact, tu parles de mélange? Oui, je parle de contact sexuel. C'est ce que je veux dire. Oui. Après des millions d'années, j'espère. Mais l'humain n'est pas un être astralisé au départ. L'humain est une âme pure. Mais les Melchisédek, là-dedans, ils ont rien vu faire. Bon, les Melchisédek, eux, c'est des catalyseurs d'évolution. Eux, ils se pointent simplement pour rencontrer l'humain de façon à créer des contextes particuliers qui vont accélérer l'évolution humaine. Mais les Melchisédek, présentement, dans le contexte planétaire, lorsqu'ils viennent, doivent travailler avec des êtres colorés. Donc, nécessairement, ils n'ont pas la même efficacité. Normalement, on serait déjà... c'est sûr qu'on pourrait reculer un peu pour expliquer l'évolution d'approche vers la conscientisation de toute la galaxie. Et ça permettrait de comprendre, disons, l'intelligence du mélange génétique entre les extraterrestres et l'humain. Sauf que du point de vue humain, ce que je veux qu'on comprenne présentement, c'est qu'on n'a pas à vivre la culpabilité, on n'a pas à vivre l'ennui, on n'a pas à vivre la honte, on n'a pas à vivre ce genre de choses-là. Ça fait partie des mécaniques extraterrestres. Ça, je pense... Je suis bien d'accord avec tout ça, mais c'est quelque chose d'arriver à vivre cette non-état-là. Oh, c'est quelque chose. Ben, c'est beaucoup plus quelque chose de vivre des conneries que de vivre rien. C'est pas mal plus compliqué de vivre compliqué que de vivre simple. C'est sûr que l'humain va compliquer sa simplicité, parce que l'humain est un être compliqué de par son astralité. Sauf que, tu sais très bien que la majorité ici serait facilement, disons... montable à un niveau d'énergie où ils comprendraient facilement que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de le faire. Oui. Mais oui, l'extraterrestre ne doit pas devenir son seul maître, faut pas. Parce que l'humain mélange avec ça, quand l'humain devient son seul maître, en dedans, ça bouge en maudit. Parce qu'il y a des mécaniques, des limitations qui viennent manipuler l'humain, mais c'est des mécaniques qui ne s'adressent pas à l'humain. Alors l'humain doit faire l'expérience de faire les petites choses pour commencer. L'humain doit faire l'expérience de manger mieux. Une chose à la fois. L'humain doit faire l'expérience de se coucher de bonne heure. Ah, mais genre, ça m'empêche de dormir toute la nuit, ça n'a rien à voir. Une fois par mois, tu te couches à l'heure que tu décides que tu te couches. Tu dis pas, moi, mais je dormirai pas, ça n'a rien à voir. Là. Tu commences à te coucher. Bon, l'humain doit prendre son corps et le bouger. L'humain doit simplement de développer chez lui la capacité d'être son seul maître. Et l'humain ne peut pas faire ça parce que l'humain ne comprend toujours pas la différence entre liberté de conscience et libre arbitre. Alors l'humain se dit, oui, mais je l'ai fait, ça n'a rien changé. Tu n'auras pas de libre arbitre. Mais c'est là la décision dans la conscience, de la liberté. Oui. OK, alors que... OK. Oui. Alors, à un moment donné, tu as des problèmes avec toi-même, ben, tu décides que tu t'ennuies. Mettons, tu t'ennuies. Tu dis, moi, je ne suis pas un être qui m'ennuie. Je ne m'ennuie pas.
Puis là, tu continues à tourner les postes de la télévision. Oui, mais toi, tu conscientises que tu n'es pas un être qui s'ennuie. Okay? Il y a l'ennui chez toi, d'accord? Tu n'es pas un être qui s'ennuie. Et là, tu viens de faire un grand pas dans l'ère nouvelle. Ah ouais, mais je m'ennuie encore, tu t'ennuies plus. Il y a encore l'ennui chez toi. Ça va finir par s'ennuyer assez que ça va s'en aller. Mais tu dois commencer par faire des décisions, par atterrir des décisions. Parce que l'humain, il essaie quelque chose, ça marche pas, ça vaut pas la peine. Non, l'humain n'aura pas de libre arbitre dans le monde astral. L'humain va finir par rejeter l'anti-homme, c'est-à-dire ce qui est intraterrestre. L'humain va finir par le rejeter. Sauf que l'humain doit commencer par vivre dans sa conscience ce qu'il est, lui. Alors, tu allumes ta lumière, elle brûle, pouf, elle s'éteint. Ah, vous dit, non, c'est pas toi. Non, mais il me semble que si je serais évolué, elle ne brûlerait pas. C'est pas ça du tout. C'est évident qu'elle ne brûlera plus. Pour l'instant, tu es beaucoup plus astralisé que conscientisé. Tu commences à devenir ton seul maître, alors tu décides que tu chioles pas. Puis c'est simple. Tu intelligencies les choses. Et là, tu fais le choix de l'être nouveau. Sauf que l'humain doit faire réellement, l'humain ne doit plus confondre liberté de conscience et libre arbitre. Parce que sans ça, l'humain, il ne peut pas avancer. À part moi-même ou nous-mêmes ou lui-même, à part l'humain, qui peut aider, quelle est la forme d'allié ou qu'est-ce qui peut aider l'humain à l'aider à être conscient là, de On parle ça? des ennemis avant. OK. Parce que ça va permettre de comprendre ce que ça veut dire aider. Bon, il y en a plusieurs. Hein? On commence par les grands, les petits, les gros, les larges, les épaules. Ceux qui courent le moins vite. Ceux qui courent le moins vite. Les autres, ils n'ont pas besoin de courir vite parce qu'ils t'entourent. Ils ont juste à se rapprocher lentement. Alors, ceux qui courent le moins vite. J'ai les intraterrestres. Non, oui. Là, j'ai comparé la course avec un autre. Ça dépend de la température du sol. Puis de la densité de l'air où il se trouve. Le nord court plus lentement que l'équateur. Les intraterrestres c'est le danger le plus près de l'humain, puis ce n'est pas le plus grand danger. C'est pas le plus puissant? Non, c'est le plus près. C'est le plus près. Les intraterrestres, eux, veulent voler la génétique humaine, ils veulent aussi conquérir la surface de la planète. Donc, ils ont comme mission, comme idée d'anéantir la race humaine en se conservant suffisamment d'humains, qu'ils appellent aussi les élus, comme esclaves. Puis comme système de reproduction de génétique. Faire des expériences, puis être capable de... Une espèce de zoo. Un laboratoire, c'est le terme employé ça, par les humains. Un laboratoire. C'est scientifique, donc c'est acceptable. Alors, les intraterrestres, c'est ce qu'ils recherchent. Évidemment, ils manipulent l'humain par l'astral. Ils n'ont pas encore beaucoup de puissance. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont quelques millions. Mais c'est pas... ça vaut pas la Chine, hein? Alors, il y a les intraterrestres qui sont compliqués. Les extraterrestres sont limités. Les extraterrestres sont limités par des structures de gardiennage. Il y a encore quelques soucoupes de gardiennage, des extraterrestres de gardiennage qui sont sur la Lune, qui sont sur Ganymède. Et ces mécanismes de gardiennage peuvent devenir aussi un danger pour l'humain parce que, comme tu le sais, n'est-ce pas, les gardiens des extraterrestres sont de vastes vampires d'énergie vitale. Et leur fonction est justement de ramasser l'énergie vitale des extraterrestres lorsqu'ils s'approchent trop de la surface. Sauf qu'ils peuvent aussi se relier à des humains et vampiriser. Quand ils font ça, se relier à un humain, c'est parce qu'ils sont trompés ou non? C'est parce qu'en attendant... Non, pour la simple raison qu'ils sont tous en phase terminale. Les mécaniques, les extraterrestres de gardiennage sont en phase terminale. Il leur reste à peine 10 000 ans à vivre et ils ont besoin d'énergie. Alors, lorsqu'ils rencontrent des humains qui sont rendus à un niveau vibratoire particulier, les conscientiser, les chanteurs, certains artistes, ceux qui vivent à un certain niveau, au niveau spirituel, à une certaine beauté, les vampires peuvent se connecter à eux et ramasser leur énergie vitale. Ceux qui émettent aussi énormément d'émotivité, d'émotions, les grands colériques, ces choses-là, il faut évidemment qu'il y ait un extraterrestre de gardiennage dans la région. Ça va se connecter en différentes tentacules, ça va se connecter, ça va prendre son énergie. Ça peut être une problématique parce que ça agresse directement le corps vital de l'humain, donc directement son corps physique. Ça n'altérera pas sa conscience, mais c'est dangereux pour le corps physique.
Alors, il y a donc ces personnages-là qui, à un moment donné, dans un contexte où les extraterrestres sont prêts, on peut se ramasser en contact avec des extraterrestres de gardiennage, qui sont des vampires, des grandes bébites qui mesurent 8-9 pieds, puis et il y a donc eux autres, et puis par la suite, il y a les extraterrestres. La Terre a toujours été le sujet de plusieurs batailles dans la galaxie, et dont l'enjeu est donc notre planète. Parce que il y a l'humain dessus. Alors, si tu te sentais pas important, alors j'espère que ça remonte un peu ton moral. Ah, il y a les extraterrestres, effectivement. Il y a les Jéhovah, les Jéhoviques, les mécaniques Jéhoviques, les mécaniques Élohimiques. Les mécaniques Yaviques, non pas tellement. Qui recherchent, le peuple juif a, dans l'Antiquité, vendu l'humanité aux extraterrestres. Mais il y a d'autres nations qui ont fait des pactes similaires avec des extraterrestres. Alors il y a effectivement, dans les temps qui vont venir, il y a plusieurs personnes qui vont... Ça va bouger, hein, ça va bouger. Ceux qui trouvent que ça bouge pas beaucoup, là, vous allez voir que... La majorité n'aura même pas besoin de regarder la télévision pour savoir ce qui se passe. Est-ce que ça va bouger dans le culte? Est-ce que ça va être uniquement dans le culte? Ou Non, ça va être... Présentement, ce que je te parle, c'est dans la matière. Les vampires sont matériellement, peuvent bouger, ils vont altérer ton corps physique matériellement par le plan vital, mais quand même, ça altère très... Et t'appelles ça matériel, toi, là? Pas matériel, quand ta colonne vertébrale est toute siphonnée d'énergie, puis qu'elle commence à accrocher, puis que les vertébraux, intervertébraux... Non, mais il faut quand même avoir un niveau de détection, de subtilité, de... Ah non, tu peux ne rien voir, puis subitement te sentir tout gelé par en dedans, puis sentir toute faible, etc. Ah, mais tu connaîtras pas la... Tu connaîtras pas la cause, mais il est là quand même. Oui. Il agresse ton corps physique. Donc, c'est matériel. C'est un peu comme si tu te promènes la nuit, là, puis j'arrive en arrière, puis je donne un gros coup de batte de baseball sur la tête, puis je me pousse. Vu que tu m'as pas vu, c'est pas matériel. Mais regarde ta tête. Alors, eux, on les voit pas, même si les gens ne les voient pas, physiquement, c'est réellement c'est matériel. Bon, il rit parce qu'il s'est imaginé qu'il s'était retourné, qu'il m'avait vu arriver, qu'il m'avait ôté le bat. Bon. C'est matériel. Les intraterrestres, c'est matériel aussi, parce qu'il y a énormément d'enlèvements qui se font régulièrement partout, dans les parcs d'attractions, surtout au niveau des enfants et de certains adultes, dans des grands magasins rayons, dans des grands centres d'achat, etc., on enlève des femmes. Et très rarement sur la route, ça va arriver, mais sur la route, plus souvent qu'autrement, on les hypnotise simplement dans leur automobile, on leur fait vivre certaines choses. On évalue simplement la capacité de l'humain, de moyens, à résister simplement à l'invasion hypnotique et de l'astral. Parce qu'ils ne font pas de voyage dans des soucoupes volantes, mais c'est ce qui se rappelle. Et puis, donc, il y a eux, les extraterrestres, il y a une mécanique intéressante qu'on appelle les hommes noirs, les grands noirs. Il y a aussi les hommes gris, à un moment donné, bon, puis les hommes verts, puis les hommes mauves, mais bon. Hein. Les blancs, c'est plus dangereux, c'est les autres. Mais il y a aussi ces personnages-là qui sont des humains totalement manipulés par les forces extraterrestres et qui, eux, ont comme fonction de t'anéantir à coups de revolver s'il le faut, là, bon, t'éliminer avec une petite corde sans laisser de traces. Ah, ce sont des humains directs... Normalement attachés aux grandes polices secrètes mondiales, ça veut dire la CIA, ça veut dire le GRC, ça veut dire le KGB, ça veut dire le deuxième bureau, ça veut dire l'Interpol aussi, ça veut dire des choses comme ça. Normalement attachés à ces phénomènes-là. Mais ils sont plus là, ils travaillent pas pour la CIA travaille pour eux autres. Oui. C'est ça, mais ça faut... Mais non, mais oui. Mais... c'est ça. Alors, il y a ceux-là qui peuvent être dangereux, mais ils sont dangereux uniquement pour les personnes qui font de la politique. Puis comme il n'y a personne intelligent qui fait de la politique, il n'y a pas de danger pour personne. C'est dangereux pour les personnes intelligentes qui font de la politique. C'est ça. Et par la suite, comme autre ennemi, il y a les extraterrestres, qui, eux, vont se pointer. On parlait donc de mécanique géovique et mécanique élohimique, qui vont se pointer à un certain moment donné avec des vaisseaux matériels pour ramasser des humains. Et c'est assez compliqué. Et ils peuvent même aussi se faire la guerre eux-mêmes. C'est-à-dire que quand on importe une guerre, c'est assez compliqué. C'est un peu comme s'il y avait deux pays qui se battaient, mais finalement ils viennent se battre chez vous, ben, c'est sûr que c'est pas génial. Alors, il y a effectivement des dangers apocalyptiques. Qu'est-ce qui concerne la planète Terre, il y a des mécaniques comme ça qui sont pas... Ceux que tu parles qui vont venir viendraient chercher les humains, là, ils se battraient entre eux pour avoir... pour pouvoir... Simplement, ce qui arrive, c'est qu'on a découvert à un moment donné une mine d'or. Une mine d'humains. Et on a commencé à faire du transport.
peu comme les Blancs faisaient avec les Noirs, les Africains. Ils faisaient du transport d'esclaves. Mais en cours de route, disons que les Américains transportent des esclaves et en cours de route, ben, les Espagnols qui les attaquent parce qu'ils veulent voler leur cargaison. Et puis on coule le bateau. Bon. Et puis à un moment donné, on recommence. Et là, ce qui va arriver, c'est qu'on ne fait plus de transport parce que ça ne vaut pas la peine. C'est toi attaqué par des pirates. Alors les Espagnols rencontrent des pirates, disons, anglais ou américains. Les Américains rencontrent des pirates anglais ou espagnols. Puis les Anglais rencontrent des pirates américains ou espagnols. Bon, tout le monde, c'est le pirate, c'est l'ennemi. Alors, tu finis par dire, écoute, on va faire le ménage sur l'eau. Hein, on va arrêter de transporter du monde, ça vaut pas la peine. Alors, on va rester là pour ramasser des clans. On fait des religions, on fait des sectes, on ramasse des clans. Et puis, pendant ce temps-là, on se bat. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, il y a un vaisseau qui va traverser l'océan Atlantique, qui, pour venir chercher les individus, il va traverser d'une façon très subtile. Discrète, c'est ça. Sauf que quand il va repartir, il va être plein. Et lui, pour repartir, il faut absolument que l'océan Atlantique ait été relativement vidé. Alors, donc, on peut considérer que, présentement, une partie des ennemis de l'humain qui se battent à l'extérieur, dans des mondes parallèles et ces choses-là, ne nuisent pas trop à l'humain. Sauf qu'à un moment donné, quand il va y avoir un transport séraphique qui va partir, il faudra qu'il se passe des choses avant. Et pour qu'il se passe des choses avant, il faut absolument que le transport séraphique, ce qui va arriver, soit à la hauteur d'une mécanique énergétique qui va faire en sorte qu'il n'y a pas un seul ennemi qui va être capable de bouger lorsqu'il va voir le vaisseau passer. Mais ce vaisseau-là, ça va être d'une force extraterrestre, ennemi ou non? Non, ce vaisseau-là, c'est ton double éthérique. Bon, mais il y a de connivence avec la guerre qui est créée. Pas de connivence, sauf qu'il devra traverser simplement le champ de bataille. Il profite uniquement du fait que certains extraterrestres se battent ensemble pour que les riches humains non, absolument pas. Il profite simplement du fait que c'est le temps de venir chercher des humains. Alors, comme ce transport séraphique, ce qui est vu que le transport se crée à partir de la négociation, entre autres, et de contacts séraphiques à travers les galaxies. Les contacts séraphiques se font beaucoup plus rapidement que la vitesse de la lumière. Les contacts séraphiques se font dans un niveau où les batailles n'ont pas lieu. Et une grande partie du double éthérique est créée à partir de la négociation. Donc, c'est un peu comme si on recevait les plans par pigeon voyageur et qu'on construisait le bateau à même les matériaux de la place. Donc, nécessairement, il y a ceux qui sont là, les intraterrestres, puis des mécaniques du genre, et certains extraterrestres de limitation qui vont essayer d'empêcher les personnes conscientisées de bâtir leur bateau. Donc, ils vont essayer de les empêcher de s'anégoiser. Et pour cela, ils vont nécessairement s'arranger pour manipuler suffisamment l'astral pour écraser tout le monde. D'où l'expression « l'astral frappe dur ». Bon. Alors, l'humain, il s'anégoise difficilement. L'humain est trop occupé pour construire son bateau. Lorsque le transporteur séraphique va être complété, ben, nécessairement, ce qui va arriver, c'est qu'il faut que les âmes à l'intérieur, que la conscience des individus soit à un niveau de pureté suffisante pour que le transporteur séraphique puisse voyager au-delà de la vitesse de la lumière, donc voyager très rapidement, tellement rapidement que finalement, encore une fois, il ne rencontrera pas de bataille. Mais pour ça, il faut que les humains soient suffisamment purs, suffisamment conscientisés, parce que sans ça, l'humain va créer une densification énergétique qui va ralentir le transport. Et ça crée des problèmes. Fait que ça va probablement être des transports séraphiques collectifs. Tu pars pas tant que tout est parfait. Non. Tu pars quand tu t'en vas. Puis si les autres sont pas prêts, ben, ils prendront le deuxième. Bon, ensuite, bon, mais ça fait partie de l'humain. C'est un allié qui... Oui. Il y a d'autres alliés. Mais bon, le transport séraphique ou le double éthérique, ça c'est directement lié à l'humain. Est-ce qu'on peut dire même que c'est l'humain lui-même? C'est l'humain lui-même. Maintenant, pour aider l'humain à s'anégoiser, pour aider l'humain à se conscientiser, les alliés les plus puissants qu'on va rencontrer, c'est nous-mêmes à travers le temps. Donc, des principes akashiques de notre passé pour venir nous dire un peu ce qu'on ne veut plus faire, comment on doit s'arranger. Des principes akashiques du passé pour venir nous expliquer que là, ça vaut pas la peine qu'on chicane encore, on s'est chicané pendant 2-3 000 ans, c'est réglé. Et la majorité des principes alliés de l'humain viennent de l'avenir. Donc, ce sont des mécaniques de l'avenir qui viennent, ce sont des humains de l'avenir, nous-mêmes de l'avenir, qui venons présentement dans ce temps. Et on vient simplement expliquer à l'humain qu'on vient instruire son ego. Mais ce que vous devez comprendre, c'est ceci. Il y a beaucoup de théories, évidemment. C'est-à-dire, quand on parle de théorie, ça veut simplement dire pour le cartésien que c'est pas mesurable avec un appareil, c'est théorique. Alors, pour le théoricien, évidemment, le praticien, le cartésien, l'amour, c'est une théorie. La conscience, c'est une théorie. La pensée, c'est une théorie. Parce qu'eux vivent l'amour et la pensée, ils vont considérer que c'est pas mal réel. Ils ne peuvent pas le mesurer, mais là, ils n'ont pas tellement le choix. Et c'est le problème du cartésianisme, c'est que si le cartésianisme ne peut pas le mesurer, il ne croit pas. Puis s'il ne le vit pas, mais il ne croit pas non plus.
Autrement dit, être cartésien, c'est être orgueilleux en maudit. Ça veut simplement dire que si toi tu le vis pas, c'est que c'est faux. C'est simple. Toi tu es la perfection sublime, alors si tu le vis pas, c'est que c'est faux. Et nécessairement, ça fait partie des mécaniques de l'intellect, ça fait partie des mécaniques de mentalisation souvent. On doit traverser cette brume et on doit aller fouiller ailleurs. Et la majorité des égaux vivent certaines expériences qui leur confirment que la théorie est réellement pratique, mais ce n'est pas encore assez impressionnant, et puis après 2-3 mois, 2-3 ans, ils sont plus sûrs s'ils ont vécu ou s'ils n'ont pas vécu. Bon. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'au départ, les personnes vont finir évidemment par développer leur sensibilité. Développant leur sensibilité, ils vont finir par voir les entités de la nature, faire des farfadets, des fées, des choses comme ça. Ils vont finir par voir des fantômes, ils vont finir par voir des entités qui viennent dans leur chambre, dans leur maison, ils vont finir par voir ce qui se passe sur la rue, ils vont finir par découvrir ces choses-là. Et ça ne veut rien dire, puis il n'y en a pas plus qu'avant, ça veut dire qu'on commence simplement à voir. On découvre qu'il y a des arbres dans la forêt. Bon, ça a toujours été là, c'est plus compliqué que ça. Et progressivement, les personnes vont commencer à se rendre compte, à découvrir, à percevoir des présences bizarres, des présences noires, des présences négatives. Ce sont des présences extraterrestres la majorité. Ça ne veut pas dire que les extraterrestres sont là, mais ça veut dire qu'ils transpirent eux autres aussi, qu'on sent leur présence à distance. Bon. Et progressivement, les individus vont finir par voir des choses. Ils peuvent voir les véhicules de gardiennage, ils peuvent voir des armes élevées, ils peuvent voir des choses intéressantes qui sont blanches, grises ou noires. C'est pas un problème, c'est là. Et progressivement, la personne va commencer à avoir l'impression qu'elle se met en contact avec elle-même, qu'elle se met en contact avec son ajusteur de pensée, donc elle va commencer à développer une perception qui va lui permettre de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Et progressivement, la personne va commencer à muter, elle va se conscientiser, donc elle va se rendre compte qu'elle ne vit pas de la même façon qu'elle vivait avant. C'est la négociation qui a commencé. Et à un moment donné, elle aura l'impression subitement de vivre dans plusieurs mondes parallèles. Et ce qui va arriver, c'est qu'au fur et à mesure de la solidification de sa sensibilité, il va finir par rencontrer probablement des intraterrestres à un moment donné, mais dans leur vrai véhicule physique. Et elle va finir par rencontrer peut-être des extraterrestres. Je dis bien peut-être, mais une chose certaine, c'est que l'humain qui se conscientise va finir par faire des rencontres du troisième type. C'est officiel. Avec différentes mécaniques, pas nécessairement avec toutes les mécaniques. Donc on doit s'attendre à ce genre de choses-là. Une rencontre du troisième type avec un fantôme, ça veut dire que le fantôme est totalement là. Tu sais, là, il bouge le verre, là. Tu peux le voir. C'est pas juste l'entendre. Tu le vois. Il bouge. Alors tu lui suggères de ne pas trop taper, de prendre le verre en bois là-bas, il ne casse pas lui. Et à un moment donné, les personnes vont finir par rencontrer des extraterrestres. Dans les années 92, j'ai dit que ça commençait. Ça a commencé en 91. Vous voyez que les choses se précipitent un petit peu. Ça n'a pas été une rencontre totalement matérielle. Probablement que c'est 92 pour la rencontre matérielle, mais ça s'en vient. Et les personnes vont commencer à rencontrer des extraterrestres dans leur corps physique. Ça ne veut pas dire que ce sont les bons. Ça veut dire qu'ils rencontrent des extraterrestres. Ça veut dire que les temps avancent. Ça veut dire qu'eux deviennent des phares planétaires. Donc les extraterrestres, les intraterrestres finissent par les repérer. Ils vont commencer par les fouiller là. Et à un moment donné, ils vont rencontrer, probablement qu'ils vont même, certaines personnes, je sais que certaines personnes, à un moment donné, vont faire une rencontre intéressante, c'est-à-dire qu'ils vont devoir se rencontrer eux-mêmes. Alors, il y a des mécaniques du futur qui vont être totalement matérielles, qui vont venir te parler. Mais est-ce que tu appelles ça extraterrestre ou non? Ça, c'est transtemporel, c'est pas extraterrestre, c'est transtemporel, mais ce sont des mécaniques à un moment donné que l'humain va rencontrer. Ce que je veux se dire simplement, c'est que c'est important que les égos se soient préparés à certaines rencontres. Pourquoi? Parce que quand les rencontres vont se faire, les égos vont capoter. Alors, au début, on le dit, puis l'ego, il dit, bon, c'est pas vrai, c'est pas... Il n'y a rien là, bon, c'est correct. Mais au moins, l'information commence à pénétrer dans l'ego. Mais il faut que les individus, il faut que les personnes, il faut que vous instruisiez progressivement vos égos, qu'à un moment donné, il va y avoir des rencontres particulières. D'ennuyantes à fascinantes. Épeurante? Oui, évidemment, à cause de l'ego. Les rencontres que tu as eues jusqu'à date, c'est des rencontres épurantes qui ne te faisaient pas peur. Bon, c'est une question d'énergie. Mais c'est important que les personnes se préparent parce que ça s'en vient royalement. En 92, les gens vont commencer à rencontrer des ennemis qui ne peuvent rien faire parce que les gens ont des alliés. Et ça fait partie sur les alliés, évidemment. Un être conscientisé de l'avenir veille énormément sur les êtres du passé si ces êtres du passé-là sont leurs ancêtres. C'est un vital besoin. Alors, à un moment donné, l'humain va rencontrer des intraterrestres ou des extraterrestres ou des vampires ou des choses comme ça. Les vaisseaux de gardiennage. Et l'humain va avoir peur. L'humain va se dire, crime, qu'est-ce que tu veux que je fasse contre ça? Mais non, l'humain a des alliés. Relax. Laisse-le faire, les alliés. Mais si tu es tout excité, tu nourris. Tu travailles même contre tes alliés.
L'humain doit apprendre à relaxer, l'humain doit apprendre à méditer, c'est-à-dire, non, pas méditer, mais contempler, à magnifier, à respirer. L'humain doit apprendre à relaxer, quand ces choses-là arrivent. Et quand ces choses-là arrivent, ben là, l'humain peut s'amuser comme il faut. L'humain a des alliés. Bon, tu parles d'alliance. On parlait un peu d'une expérience qu'on a faite dernièrement. Bon, alors il y a eu ces vaisseaux de gardiennage qui est arrivé, des personnes sont descendues, et ils ont commencé à violer l'énergie vitale de certaines personnes. Ils ont commencé à prendre de leur énergie. Les personnes se sentaient épuisées, froides. Ils prenaient l'énergie yin, il restait l'énergie yin des individus. Et à un moment donné, eh bien, on était 5 et on a décidé, après un mois ou deux de cohabitation, histoire d'apprendre à les connaître, de les envoyer promener. Alors évidemment, on n'a pas voulu partir, et puis on s'est rendu compte que ça devenait un problème. Et alors on a simplement fait une colère mentale à 5, une colère mentale contrôlée, bien organisée. Et toutes les personnes qui campaient dans les environs, certaines personnes en tout cas, on s'est rendu compte qu'effectivement ça sortait en sacre bleu du dôme où on était, et qu'il se passait, il y avait dans la forêt un brouhaha total. Et par la suite, eh bien, on peut constater qu'à quelle vitesse ils ont sacré leur camp. Bon, on sait qu'ils sont simplement dehors de notre territoire, dans une montagne, etc., puis ils restent là pour l'instant. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que comme toi, tu me posais la question, tu dis, la grosse peur que j'ai, c'est d'aller leur dire que s'ils reviennent, moi, le casser la gueule, puis de pas être capable de le casser la gueule. Fait que si ça pogne pas ce que je le dis, on va avoir des maudits problèmes. L'humain a des alliés. Et quand l'humain fait sa part, c'est déjà sa part. Juste l'énergie nécessaire pour que ça s'en aille tout, c'est déjà développer une puissance. Sauf que l'ego est toujours pas au courant de tout ça, parce que l'ego se dit, il me semble que, comment tu vivais ça? Ce que je vis encore presque ça, c'est que c'est de faire des menaces à quelqu'un, puis pas être capable de les exécuter. C'est tout simplement ça. Si tu t'en vas pas, moi t'arracher la tête. Mais je sais même pas ce qu'elle a sa tête. Il ôte son chapeau, puis il n'y a pas de tête. Il met son chapeau. Je sais qu'il est là, mais c'est ça. C'est la grosse affaire. C'est ça. Parce que je me rends compte qu'effectivement, quand on fait le colère mentale, ça déguerpit. Parce que l'humain est convaincu qu'il n'a pas d'allié. L'alliance, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une chose que vous devez développer. Ça fait partie évidemment du médiocrisme, le fait de ne pas être capable de développer d'alliances. Il y a des alliances. Mais c'est un peu comme je suis votre ami, puis je suis un gros boxeur, et puis quelqu'un vient vous écœurer, puis vous êtes toujours gêné de venir me voir. Vous ne voulez pas me têter, puis en plus, vous avez peur que je vous dise non, puis c'est pas assez grave encore, puis c'est pas assez, ben c'est ça. Quand vous aurez plus d'œil au beurre noir parce que vous n'aurez plus d'yeux du tout, là, vous allez peut-être penser que vous avez peut-être dû que médiocrisme. Vous savez, on parle d'un terme spirituel. Si Dieu s'intéresserait à l'humain, c'est parce que Dieu a besoin de l'homme. Donc, on ne faut pas avoir peur de lui poser des questions ou lui demander de l'aide. Bon, c'est pas Dieu, évidemment, mais c'est la même chose. Puis, nécessairement, ces mécaniques-là ont besoin de l'humain. Et nous avons besoin d'eux. Donc, on fait un échange d'énergie. Et présentement, c'est moi qui ai mal pris, ben écoute, m'aller chercher quelque chose pour m'aider. Puis un jour, si vous êtes mal pris, si je peux, je vous aiderai. Mais le gars va dire, ouais, mais s'ils sont mal pris, qu'est-ce que tu vas vouloir que je fasse? Ils sont bien plus évolués que moi, ils ne sont pas capables eux-mêmes, qu'est-ce que moi je pourrais faire? C'est pas ça l'idée. Si un jour vous êtes mal pris, ben je vais faire ce que je peux. Si je peux rien, je ferai rien. J'aurais fait le maximum, comme eux autres. Puis si je peux, je ferai. Bon, c'est très, très, très simple. La nuit, quand on est allé se promener, bon, j'ai fait des choses. Je me suis connecté à certaines alliances que l'humanité a. Hein? Et il y a des personnes qui ont décrit, il y avait, je ne sais plus combien de personnes, une dizaine de personnes, et puis qui ont vu jusqu'à un soleil se lever en plein milieu de la nuit, puis éclairer la forêt. Alors, toutes des folles, tout le monde fou, ça. Et puis, l'humain a des alliances fantastiques. Puis là, c'était un pet énergétique, ce qui s'est passé dans le bois. L'humain a des alliances qui sont phénoménales. Sauf que l'humain doit apprendre à s'associer à ces alliances-là, à parler avec elles. Puis l'humain se dit toujours, oui, mais comment on parle? Hein? Je parle, allô, allô, bonjour, bon, êtes-vous là, êtes-vous l'alliance? Suis-je marié? Progressivement, l'humain va finir par être capable de les rencontrer. Moi, ce que je veux simplement expliquer présentement, c'est que je dis, pour même il y a des alliances, il y a des personnes qui ont pu expérimenter, qui avaient des alliances, et ces personnes-là n'ont peut-être pas encore la capacité d'entrer en contact avec ces alliés-là. Mais ils ont pu expérimenter qu'en tout cas, il y avait des choses intéressantes, parce que ce qui est noir décolle en sacre bleu, puis
Même la noirceur s'en va avec. À la vitesse qu'ils partent, ils amènent même la noirceur avec eux autres. Sauf que ce que les personnes doivent comprendre, c'est que progressivement, les égos doivent être instruits. Des mécaniques qui sont dangereuses pour l'humain sont dangereuses pour l'humain. Tant que l'humain est assujetti aux mécaniques de gardiennage, en réalité, tant que l'humain n'est pas son seul maître, il y a effectivement un danger. Le danger varie d'attraper une carie dentaire, aller jusqu'à la mort complète. Ça, c'est bon. De la dent. Oui, bon, non, mais l'humain peut mourir, évidemment. Il y en a plusieurs qui sont morts, il y en a qui ont été éliminés. Il faut comprendre ces choses-là. Sauf que... Est-ce que c'est relatif à l'ego qui est amené avec l'humain? C'est relatif à l'ego. Uniquement à l'ego. Parce que dans ces mondes-là, dans les mondes parallèles, un être humain qui est suffisamment conscientisé, c'est très, très, très su là-bas, que si tu touches à ça, puis si tu l'abîmes trop, ou si tu le tues, c'est un peu comme faire un martyr dans la conscientisation. Il va t'avoir tout un maudit bordel d'énergie et d'identité du monde astral qui vont rentrer en guerre carrément contre ceux qui ont fait la chose. Donc, c'est pas ça l'idée. Empêche-le d'avancer plutôt, mais tape pas trop fort dedans parce que c'est très dangereux. Juste l'astral même, l'astralité humaine même, parce que l'humain c'est la planète Terre, là, inconscient comme il est inconsciemment conscient du fait qu'il y a des êtres humains qui évoluent. Alors, quand personne a tué Gandhi, là, ben l'autre, là, il n'a pas vécu longtemps. Puis dans l'astral, il continue encore à se faire arracher des yeux. On y arrache des yeux, il souffre énormément. Après ça, ben là, les yeux sont là. Puis on y arrache encore, puis il arrache encore, puis il arrache encore, puis il arrache encore. Ces personnages-là souffrent énormément. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas tué la bonne personne. Et quand on s'attaque à ce genre d'individu-là, puis là, l'astral, il a suffisamment d'expérience là-dessus. Juste un meurtrier, personne ne l'a tué. On ne peut pas le tuer. Même Richard Glenn, les gens n'arrivent pas à le tuer. Non, juste pour vous dire. Parce que les alliances sont importantes. Il fait un travail qui est absolument essentiel. Alors, nécessairement... niaise-le, lui, c'est son émission de télévision, fait des choses comme ça, c'est correct. Mais non, il parle contre les politiciens, il parle contre les gouvernements, c'est un danger public, il parle contre le pape, contre l'Église, contre tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait? On y a une émission de télévision. On est diplomate en maudit au Québec. Non, c'est parce qu'il ne faut pas toucher à ce personnage-là. C'est certain qu'aux États-Unis, la CIA aurait fait quelque chose. Il ne serait même pas mort non plus. Non, ils peuvent plus, mais à cause du genre de travail, mais si tu compares ça à quelqu'un qui n'est pas conscientisé... Absolument. Ouais. Mais le pape, ils sont essayés, Reagan, ils sont essayés. À un moment donné, ça devient bien compliqué. Quand quelqu'un va réussir une chose de ce genre-là, il va se passer tout un maudit brouhaha dans l'astral. C'est réellement mettre en danger toutes les structures de mouvement chez les ennemis. Mais chez eux, ils ne peuvent pas faire ça. Parce que maintenant, il y a trop d'alliances. Alors, c'est évident que l'humain doit se sensibiliser à l'alliance parce que tant que tu n'es pas suffisamment en contact avec tes alliés, tu ne peux pas... empêcher, disons, les mécaniques d'involution de te couper une oreille un peu, de te faire un accident ou de te faire chier un peu partout. Sauf qu'à un moment donné, quand tu es suffisamment en contact avec l'Alliance, avec ces énergies-là, ils ne peuvent même plus. Tu as la paix. Et il n'y a pas d'humain encore suffisamment en contact avec ces alliés-là. Ça s'en vient. Il n'y a pas encore d'humain. Il n'y a pas un seul humain qui est suffisamment en contact avec ces alliés-là pour voir son intégrité physique totalement préservée. Sauf qu'il y a suffisamment d'humains en contact avec ces alliés-là pour que leur vie soit préservée. Mais pas encore au complet au niveau de leur intégrité physique, mais ça va venir. Mais l'humain doit être transparent, puis l'humain doit comprendre, l'humain doit appliquer. Pas toujours dire, bon, venez m'aider, c'est pas ça du tout, pas ça du tout. Venez vous jouer au backgammon un coup. Il y a d'autres formes de communication qui vont se faire. Mais ça se fait dans une mécanique de désinhibition. Tu te promènes en pleine forêt, par exemple, c'est super bien. Et puis là, tu t'arrêtes un peu, tu entres en contact séraphique avec certains alliés. Et puis tu t'arranges pour qu'ils viennent. Après ça, quand tu continues à marcher, tu laisses là. Là, on bénéficie tout le monde ensemble d'un nombre de formes planétaires. Et progressivement, l'humain va pouvoir carrément travailler avec eux, c'est-à-dire jaser avec eux, parler avec eux, se promener avec eux, leur toucher. Un jeu au football. Puis les plaquer. Mais ils sont rusés, quand ils les plaquer, ils disparaissent, ils rentrent dans les arbres. Il faut faire attention. C'est mieux de jouer au ballon volant ou quelque chose comme ça. Ping-pong, bon. Ils sont pas mauvais perdants, il n'y a pas de problème, ils ne lancent pas leur raquette. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement matériel, puis l'humain doit de plus en plus instruire son ego de ces choses-là, parce que ça s'en vient. Sans ça, les égos vont être totalement terrorisés quand ça va arriver. L'ego va vivre 2 mécaniques quand ça va arriver. Disons 3 mécaniques, il y a disons 2 mécaniques et un 10e. Première mécanique, c'est que l'ego va être totalement terrorisé. Deuxième mécanique, l'ego va totalement refuser, rejeter et carrément revirer de cap. La troisième mécanique, la 1/10e, c'est que l'ego va finir par comprendre que c'est ça, puis il va embarquer.
on est mieux de préparer nos égouts avant. C'est ce que l'humanité fait. C'est ce que tous les cinémas font. Les producteurs à Hollywood, etc., c'est ce qu'ils font. C'est sûr que les Japonais ont acheté plusieurs studios. Alors, on se ramassait des Godzilla encore, des King Kong en plastique. Bon, OK. Mais en attendant, en profitant des productions américaines. Et ce qu'ils font, eux, ils préparent la nation américaine à ces choses-là. Ils ont préparé la nation américaine à Superman. C'est l'homme nouveau. Ils ont préparé la nation américaine aux rencontres intraterrestres. Bon, E.T., par exemple, E.T. Puis plusieurs autres. Ils ont préparé le peuple américain, canadien, français. Ça se ramène partout, ça, les films américains. Sauf dans certaines régions, évidemment. Mais ils les ont préparés à rencontrer des êtres séraphiques. Bon, l'homme des étoiles. Et ils ont préparé à rencontrer, évidemment, rencontre du troisième type, c'est évident que ça c'est clair, c'est beau, hein, bon. Et ils ont préparé à rencontrer plein de choses. Ça a commencé avec Voyage au fond des mers, tu sais, on parlait des intraterrestres, tous les petits monstres sortaient de là. Voyage au fond des mers. À un moment donné, si ça vous intéresse encore, vous allez faire un tour au Musée des civilisations à Ottawa, à Hull, puis vous allez aller visiter l'exposition des Amérindiens, des Indiens d'Amérique de la Colombie-Britannique. Et puis, à un moment donné, vous allez voir une espèce de grande bebelle qui a été travaillée il y a 200-300 ans. Et puis là, vous allez voir qu'il y a un personnage au milieu. Vous allez le reconnaître immédiatement. C'est un petit personnage très bas, avec une grosse tête, des gros yeux, puis 3 doigts. Il est magnifique. Et vous allez voir autour que les personnages qui sont là ont tous 5 doigts. Et puis là, vous allez aller lire, vous allez dire, on dirait un intraterrestre, mais c'est un Amérindien, ça fait 300-400 ans qu'ils ont fait ça. Et puis là, vous allez lire la description, puis on dit que c'est le dieu machin chouette, qui était un dieu qui venait des profondeurs de la terre voler les âmes des vivants. C'est pas intraterrestre un peu, tu sais, il venait en plus voler carrément vivant, c'est la génétique qui a besoin. Alors on peut aller au Musée des civilisations puis voir ce genre d'exposition-là. L'humain, c'est de la pratique. Sauf que, parce qu'on évolue énormément, parce qu'on change beaucoup, on devient moins accessible, on est plus dangereux pour les extraterrestres et pour une partie des ennemis. Alors ils font des alliances, eux aussi, avec des mécaniques qui, à un moment donné, vont être suffisamment puissantes pour nous ramasser. Mais la meilleure alliance pour les extraterrestres et les extraterrestres, c'est l'humain. Puis comme l'humain, qui n'est pas suffisamment évolué, très astralisé, mais dans son astralité, il peut facilement confondre un extraterrestre avec Dieu, un extraterrestre avec Dieu. Ce qui est d'ailleurs le cas fréquemment. Alors, l'humain doit effectivement préparer son ego à ces rencontres-là, parce que ces rencontres-là vont se faire. On ne parle pas uniquement de transport séraphique comme on l'a fait à un moment donné, à travers le temps. Il va y avoir des rencontres, des travaux qui vont se faire directement, matériellement avec ces personnages-là, qui sont nous autres. Mais de ceux qui sont de type extraterrestre, les rencontres extraterrestres, mais qui ne sont pas les alliés de l'humain, ils font ça, ils font les rencontres dans quel objectif? D'astraliser, de faire peur. Puis évidemment... Ils viennent vérifier... pas nécessairement à vérifier, surtout espérer. Ils viennent d'astraliser. Certains pourraient dire, bon, ils viennent peut-être pour essayer de se faire passer pour les bons. Mais ils ne peuvent pas rencontrer les êtres conscientisés comme ça, parce qu'il n'y a pas un extraterrestre qui va être capable de convaincre un être conscientisé que l'extraterrestre est bon. Il ne peut pas. C'est comme si tu arrives armé en mirant, en pointant quelqu'un, tu dis, écoute, je te veux riche, je te veux aucun mal. Ben, c'est pas un conscientisé qui va accepter de faire ça. Bon. Alors, quand ils viennent, c'est surtout pour t'astraliser. Donc, te faire peur. Te prendre de l'énergie, te voler. Ils viennent... Certains, très rares, il y a une partie des intraterrestres qui est relativement grise-blanche, qui ils peuvent venir pour essayer d'apprendre de toi. Donc, apprennent de loin. Vous avez des questions sur le sujet ou sur n'importe quel sujet, vous les écrivez. On fait ça.